Dans la prochaine section, nous allons maintenant voir les complications en période post-opératoire. Donc, les principales complications qui peuvent survenir en période post-opératoire seront revues, ainsi que les différents signes et les interventions qu'on peut mettre en place pour pouvoir les prévenir. Le premier type de complications qu'on peut voir survenir en période post-opératoire, ce sont les complications du système gastro-intestinal. Le premier risque qu'on peut voir apparaître, ce sont des iléus paralytiques, voire même une occlusion. Cette complication peut survenir en période post-opératoire, notamment dû au fait que les usagers qui auront subi une anesthésie générale, il y a administration de médicaments qui viennent créer une paralysie au niveau des muscles intestinaux. Il y a donc un risque que la motilité intestinale ne reprenne pas normalement en période post-opératoire. L'allaitement prolongé peut également exacerber ce risque. Au niveau de la constipation, la diminution de la mobilité ainsi que des changements au niveau de l'alimentation et la prise de médicaments opiacés peuvent engendrer un risque de constipation plus élevé en période post-opératoire. Pour déceler les signes de complications au niveau du système gastro-intestinal, c'est important de venir faire un examen clinique complet de l'abdomen, et ce, à tous les corps de travail. Donc, on vient commencer par l'inspection. Donc, on vient inspecter l'abdomen. On s'attend à avoir un abdomen de taille normale pour l'usager, qu'il soit symétrique ainsi qu'il soit exempt de rougeur ou de coloration anormale. On vient effectuer une auscultation au niveau abdominal. Donc, on vient ausculter sous tous les cadrans sur au moins 1 minute. La normalité est de s'attendre à avoir au moins de 5 à 35 bruits intestinaux par minute. Si on a une absence de bruits intestinaux sur 5 minutes, cela pourrait être un signe d'iléus paralytique. Finalement, on termine par une palpation au niveau abdominal, donc on devrait s'attendre à avoir un abdomen souple. S'il y a rigidité de l'abdomen sur certains cadrans, cela peut être un signe d'hémorragie, de péritonite ou même d'une constipation importante. Autre observation qui est également importante d'évaluer, c'est la présence de nausées, vomissements, de reflux gastrique ou de hoquet, puisque ce sont des signes qui pourraient démontrer une intolérance à l'alimentation, qui peut être secondaire soit à un iléus paralytique, une constipation ou une occlusion importante. La présence de ballonnement peut également nous indiquer une présence de constipation ou d'iléus paralytique. Très important de venir évaluer et documenter la fréquence et l'aspect des selles, puisqu'une absence de selles peut nous indiquer une constipation ou un iléus paralytique. Vous avez documenté ici sur la diapositive l'encadré des notes d'observation infirmière, donc la section élimination vésicale et intestinale, sur laquelle vous venez documenter votre examen abdominal, donc si votre examen abdominal est souple. Vous venez également documenter s'il y a présence de péristaltisme ou de gaz. Vous pouvez documenter la fréquence et l'aspect des selles, la dernière date de selles. Donc, l'information importante et pertinente à documenter au niveau du système gastro-intestinal. Pour prévenir les complications du système gastro-intestinal, il y a plusieurs enseignements et interventions qu'on peut mettre en place auprès des usagers. Donc, la première, super important de sensibiliser les usagers à la mobilisation précoce en période post-opératoire pour permettre de réduire les risques d'iléus paralytique et de constipation par une meilleure motilité intestinale. Les exercices de Respirex peuvent également stimuler la motilité intestinale. Puis finalement, on vient encourager l'usager à s'alimenter et s'hydrater de façon progressive, toujours selon sa tolérance et sa condition de santé. Donc, par exemple, si l'usager a subi certains types de chirurgie ou présente une limite liquidienne. Les chirurgiens vont également souvent prescrire des laxatifs au besoin, donc selon le type de chirurgie. Donc, selon l'ordonnance individuelle, vous pouvez également utiliser des laxatifs pour pouvoir traiter des constipations que vous pourriez voir survenir en post-opératoire. Un autre type de complications qu'on peut voir en période post-opératoire, ce sont les complications du système urinaire. Donc, plusieurs complications peuvent survenir. Premièrement, il peut y avoir un risque de rétention urinaire. Donc, de par le fait que la plupart des usagers auront été porteurs d'une sonde vésicale, au retrait de celle-ci, il y a un risque de rétention urinaire.
Ce risque est particulièrement élevé chez la clientèle qui aura subi une anesthésie régionale. Donc, comme on a vu précédemment, tout ce qui est épidurale et rachidienne vient en fait venir effectuer une anesthésie au niveau des membres inférieurs. Ça fait en sorte que les usagers sont moins enclins à sentir leur besoin d'uriner. Donc, le risque de rétention urinaire est plus présent. Il y a également un risque d'hématurie, donc particulièrement chez la clientèle de chirurgie urologique. Il y a des risques de saignement en période post-opératoire. Puis finalement, les infections du tractus urinaire. Donc, encore une fois, par le fait qu'une sonde urinaire aura été introduite chez l'usager pour sa chirurgie, c'est une porte d'entrée au niveau des bactéries. Donc, il y a un risque d'infection urinaire. Qu'est-ce qu'on vient faire pour venir déceler les signes de ces différentes complications-là? Bien, tout d'abord, on vient effectuer un examen clinique de l'abdomen, donc dans ce cas-ci, plus particulièrement au niveau de la région suspubienne. Donc, on pourrait venir inspecter la région suspubienne. Donc, par exemple, si on soupçonne une rétention urinaire, on pourrait venir s'assurer qu'il n'y a pas de masse visible, donc il n'y a pas de globe vésical de visible au niveau de la ligne abdominale médiane. On viendrait également effectuer une palpation. Donc, on n'aurait là, à ce moment-là pas de globe vésical palpable, ni de douleur ou d'inconfort à la palpation. Et finalement, on peut effectuer un bladder scan. Donc, les bladder scans vont souvent même être faits au retrait des sondes vésicales pour s'assurer que les usagers ont bien vidangé leur vessie post-miction au retrait de la sonde. On vient également évaluer le bilan injecta-excreta, donc pour s'assurer que l'usager vidange bien sa vessie. On vient évaluer la quantité d'urine qui va être produite. Donc, normalement, on s'attend à un minimal de 30 ml à l'heure. La coloration des urines, avec notre échelle de coloration d'urine qu'on a vue précédemment, donc tout particulièrement pour notre clientèle qui a subi une chirurgie urologique. On pourrait venir vérifier également si on pourrait soupçonner une infection urinaire. On vient évaluer la présence de signes et symptômes. Donc, si par exemple l'usager présente une dysurie ou tout autre signe là, qui pourrait nous indiquer une infection. Et finalement, on vient documenter tout ce qui est applicable là, au cytoflow. Donc, la vitesse d'irrigation, la coloration des urines, la présence de caillots, ainsi que l'aspect du drainage. Donc, tout ce qui a trait à l'élimination vésicale, encore une fois, on vient le documenter aux notes d'observation infirmière, telles qu'illustrées ici sur la diapositive. Donc, on vient documenter s'il y a des particularités par rapport à l'élimination. Donc, si par exemple, l'usager présenterait de la douleur ou des difficultés mictionnelles. Le mode d'élimination, si l'usager est autonome. Ensuite de ça, s'il y a une sonde vésicale qui est installée en place ou si on vient de la cesser. La quantité d'urine. Si on a dû effectuer un cathétérisme ou un bladder scan. La première mission, soit post-retrait de sonde, l'irrigation vésicale, etc. Donc, comment on fait pour bien venir prévenir ces complications-là du système urinaire? Plusieurs choses qu'on peut venir faire. Donc, la première, toujours la mobilisation. Donc, ça permet là, de diminuer les risques là, au niveau rétention urinaire et toute autre complication. Maintenir une asepsie là, également du circuit de la sonde vésicale ou du cytoflow. Donc, dans le but là, de diminuer les risques d'infection puis d'introduction de micro-organismes au niveau du circuit. On vient également là, encourager une hydratation de l'usager selon sa condition de santé. Donc, pour éviter les risques là, au niveau de l'hématurie et des infections, on peut venir encourager l'usager à bien s'hydrater. On peut venir aussi vérifier la perméabilité du système de drainage. Donc, si par exemple, on soupçonnerait une rétention urinaire et que l'usager est porteur d'une sonde, on pourrait venir valider si le système est bien perméable. Et finalement, toujours dans un ordre d'idée ERAS, on vient là, effectuer le retrait précoce de la sonde vésicale, donc selon une ordonnance individuelle ou le suivi systématique, dans le but de réduire les risques de rétention urinaire et d'infection. Par la suite, il y a également des complications au niveau du système tégumentaire qui peuvent survenir en période post-opératoire. Évidemment, il y a des risques d'infection au niveau du site opératoire lui-même, mais également au niveau des sites de drain. En effet, par l'insertion d'un drain, cela crée une porte d'entrée potentielle au niveau des micro-organismes.
Il y a également le risque de création d'un hématome au niveau des sites opératoires, donc par un saignement excessif au niveau du site opératoire. Et également des risques de déhiscence de l'incision, donc de la plaie chirurgicale, particulièrement comme on a vu pour notre clientèle en chirurgie générale, donc toutes les chirurgies au niveau abdominal. Et éventuellement même un risque au niveau de la plaie chirurgicale, un risque d'éviscération. Donc, pour voir les signes précurseurs de ces complications-là, c'est bien important de venir faire un examen clinique complet du site opératoire et de la plaie chirurgicale. Donc, tout d'abord en faisant une inspection et une évaluation complète de la plaie. Donc, on vient inspecter tout ce qui est écoulement, exsudat, s'il y a présence de rougeur au niveau de la plaie. On vient évaluer également tout ce qui est port de la plaie et la peau environnante. Donc, on devrait s'attendre à ne pas avoir de rougeur, pas d'hématome au pourtour de la plaie, pas d'insuration. Si c'est le cas, on vient évaluer aussi s'il y a présence de sinus ou d'espace sous-jacent. On vient mesurer la plaie, donc on fait le suivi des dimensions de la plaie. On évalue s'il y a une odeur qui émane au niveau de la plaie. Donc, par exemple, si on aurait une situation infectieuse au niveau de la plaie, il pourrait y avoir un dégagement d'odeur. On vient évaluer l'apparence du lit de la plaie si on a un lit de plaie. Mais également aussi, on vient évaluer s'il y a présence d'agrafes ou de points de suture, ainsi que leur emplacement et leur qualité. On viendrait également venir effectuer une palpation au niveau du site opératoire, donc particulièrement au pourtour. Donc, on vient s'assurer, encore une fois, de l'absence d'induration, de l'absence d'hématome ou de masse. On vient faire l'évaluation des signes neurovasculaires par l'évaluation des CCMS Pro, donc dans des cas plus spécifiques comme l'orthopédie, la vasculaire. Puis, on peut venir évaluer l'intensité de la douleur à l'aide de notre PQRSTU. Donc, ça, c'est tous des éléments qu'on viendrait documenter ici aux notes d'observation infirmière à la section intégrité de la peau. Donc, on pourrait venir documenter les sites de plaie, mais également aussi toujours faire référence au formulaire en soins de plaie, donc le formulaire spécial, pour pouvoir documenter toutes vos évaluations de la plaie. On vous réfère également à la méthode de soins pour le processus de cicatrisation de la plaie. Le protocole pour choisir la bonne méthode de réfection de pansement des plaies, donc si on utilise une technique propre ou une technique stérile, ainsi que l'ensemble de la trousse au niveau des soins de plaie. Pour ce qui est des mesures préventives, il faut prévenir les complications du système tégumentaire. C'est de garder en premier lieu la peau propre et de changer le pansement en présence d'écoulement. Donc, on ne veut pas venir changer le pansement de façon trop fréquente pour pouvoir exposer la plaie à des risques de micro-organismes, mais on ne veut pas laisser la plaie non plus dans une présence d'écoulement et d'exsudat trop importante. On vient évaluer le site opératoire minimalement aux 8 heures et on documente bien évidemment toute l'évaluation qu'on aura faite au niveau de l'évolution de la plaie. Au niveau des drains, on vient évaluer tout l'écoulement des drains, la quantité, leur apparence, mais on vient également documenter et évaluer le site, donc le pansement du drain. Donc, s'il y a présence, encore une fois, de signes d'infection ou d'induration. Au niveau des risques de déhiscence et d'éviscération au niveau des plaies abdominales, on peut venir encourager les usagers à tousser et à se mobiliser avec un bébé. Donc, tout simplement en enroulant une serviette, en venant appuyer la serviette contre leur plaie. Ça peut permettre à l'usager de tousser puis de se mobiliser en réduisant la douleur. Et finalement, en encourageant une nutrition et une hydratation saine en fonction de l'état clinique de l'usager en période post-opératoire pour pouvoir favoriser le processus de cicatrisation et de guérison des plaies. Ensuite, des complications au niveau du système respiratoire peuvent survenir en période post-opératoire. Plusieurs complications peuvent survenir qui peuvent provenir de différentes causes. D'une première part, on peut voir des risques de surcharge ainsi que d'œdème aigu du poumon qui peuvent survenir en période post-opératoire. Donc, par exemple, chez des usagers qui seraient déjà prédisposés à des risques de surcharge pour lesquels ils auraient reçu plusieurs liquides, donc par exemple les solutés en salle d'opération, pourraient présenter des surcharges liquidiennes et même des œdèmes aigus du poumon. On a également des risques d'atélectasie. Donc, dans le même ordre d'idée qu'au niveau du système intestinal,
Donc, l'anesthésie générale vient créer une paralysie au niveau des muscles, donc même au niveau des muscles du diaphragme. C'est un respirateur qui vient respirer pour le patient durant sa chirurgie. Donc, en période post-opératoire, il y a un risque d'atelectasie au niveau pulmonaire, soit une diminution de l'expansion pulmonaire. On a également des risques de pneumonie en période post-opératoire, donc pour notre clientèle ayant subi une chirurgie sous anesthésie générale avec une intubation. Encore une fois, c'est une porte d'entrée de micro-organismes au niveau pulmonaire, donc il y a des risques de pneumonie. Il y a également des risques d'embolie pulmonaire, donc par le fait que l'usager se mobilise moins. L'anesthésie, la chirurgie fait en sorte que l'usager a été en position alitée de façon prolongée. Il peut s'être créé des thrombus au niveau des membres inférieurs par la stagnation de sang au niveau veineux, qui peut faire en sorte qu'un thrombus puisse s'être logé au niveau pulmonaire et engendrer une embolie. Et finalement, il y a des risques de dépression respiratoire chez nos usagers en période post-opératoire, d'une part en raison de la médication qu'ils auront reçue au niveau de l'anesthésie, mais également en raison de la médication opiacée qui leur seront administrées en période post-opératoire. C'est donc pour cette raison qu'il est important d'effectuer un examen clinique complet du système respiratoire en post-opératoire. L'examen du système respiratoire commence par une inspection, donc on vient inspecter la cage thoracique, on s'assure que celle-ci soit symétrique. On vient ensuite effectuer une auscultation au niveau pulmonaire, donc on s'attend à avoir la présence d'un murmure vésiculaire sans bruit suragité sur tous les lobes pulmonaires. On peut venir évaluer l'effort respiratoire, donc s'il y a absence ou présence de dyspnée. Tous les paramètres de la respiration, donc la fréquence, le rythme et l'amplitude respiratoire. On peut venir documenter également la présence de ronflement. Donc, la présence de ronflement pourrait nous indiquer l'installation d'une dépression respiratoire. La saturation pulsée en oxygène. La présence de besoin en oxygène, donc pour un usager qui n'avait pas besoin d'oxygène en préopératoire, en période post-opératoire immédiate, donc au retour de la salle de réveil, c'est normal de voir des usagers qui ont besoin d'un besoin en oxygène sur une courte période de temps en raison des médicaments qui auront été administrés qui vont engendrer un état de somnolence. Par contre, il est anormal de voir des besoins d'oxygène augmentés ou qui sont encore présents plusieurs heures, voire jours post-opératoires. Donc, c'est à surveiller. La présence de tirage de battement des ailes du nez, donc toujours en lien avec les efforts respiratoires. S'il y a présence de toux, expectoration, ainsi que l'aspect des sécrétions, donc dans un but de déceler si jamais il y aurait une pneumonie qui est en train de s'installer chez notre usager. Et finalement, la cyanose et coloration de la peau. Donc, par exemple, une peau pâle, grisâtre, une augmentation du temps de retour capillaire, ça pourrait nous indiquer une moins bonne perfusion, oxygénation au niveau des extrémités. On viendrait également évaluer, encore une fois, très important, le bilan ingesta-excreta. Donc, si par exemple, on remarque un bilan d'ingesta qui est beaucoup plus élevé que les excrétas, ben ça pourrait, avec d'autres signes, ça pourrait nous indiquer peut-être l'installation d'une surcharge chez notre usager. Le niveau de sédation, pour déceler tous les signes précoces de dépression respiratoire, c'est très important de venir l'évaluer. Les signes vitaux complets, donc qui comprennent encore une fois tout ce qui est les besoins d'oxygène, la saturation pulsée en oxygène, toutes les fréquences et tous les paramètres de la respiration. Mais également la présence d'œdème au niveau des membres inférieurs. Donc, si par exemple on aurait l'apparition d'un œdème à godet, ça pourrait nous indiquer qu'il y a une surcharge liquidienne auprès de notre usager. Vous avez ici l'encadré de la fonction respiratoire qui se retrouve dans vos notes d'observation infirmière, qui est à documenter à tous les corps de travail pour prévenir et surveiller l'apparition de complications du système respiratoire. Qu'est-ce qu'on vient faire pour venir prévenir les complications du système respiratoire? Bien, comme pour toutes les complications, c'est vraiment la mobilisation. Donc, plus l'usager va se mobiliser, moins il y a de risque de formation de thrombus au niveau des membres inférieurs. Donc, on vient diminuer notre risque d'embolie pulmonaire. On vient diminuer également notre risque d'atelectasie par la mobilisation. Donc, ça permet une meilleure expansion pulmonaire.
Également, au niveau des risques de pneumonie, une meilleure mobilisation, ça permet d'éviter en fait la stagnation des sécrétions au niveau pulmonaire. Ça vient déclencher les réflexes de toux. Donc, ça permet de réduire les risques là, à ce niveau-là. Le Respirex, pour les complications du système respiratoire, c'est super important. Donc, ça permet là, de faire des exercices au niveau de l'expansion pulmonaire dans le but de prévenir l'installation d'une atelectasie. Mais ça permet également là, de prévenir les risques de pneumonie par, encore une fois, le fait que le Respirex permet là, d'éviter la stagnation des sécrétions au niveau pulmonaire. On vient surveiller notre diurèse, donc comme précisé, on vient vraiment évaluer notre bilan ingesta-excréta pour déceler tous les risques de surcharge. On peut également venir enseigner à l'usager des techniques de toux contrôlé, de respiration profonde. On peut venir l'encourager à tousser ou se mobiliser avec le bébé, donc pour tous nos usagers qui ont subi des chirurgies générales, pour éviter qu'ils retiennent leur souffle ou qu'ils retiennent leur toux par peur de douleur. Donc, on peut venir leur enseigner là, ces techniques-là avec le bébé pour leur permettre là, une meilleure expansion pulmonaire et de permettre d'expectorer leur sécrétion au besoin. Un autre système qui peut être touché par des complications en période post-opératoire est le système cardiovasculaire. Plusieurs situations peuvent survenir. Tout d'abord, pour toute chirurgie, il y a des risques d'hémorragie, donc de saignement, au site opératoire. De ce saignement peuvent s'ensuivre un choc hypovolémique, soit par la diminution de la pression artérielle secondaire à des pertes sanguines importantes. Les risques de thrombose, tels qu'expliqués précédemment, sont également fréquents en raison de la formation de thrombus au niveau de la stagnation du sang des membres inférieurs due à la position alitée prolongée, qui peuvent engendrer des phlébites, donc des thrombopphlébites profondes au niveau des membres inférieurs ou supérieurs, une embolie pulmonaire lorsque le thrombus va se loger au niveau pulmonaire, des risques d'AVC, donc d'accident vasculaire cérébral lorsque le thrombus va se loger au niveau cérébral, ainsi que des risques d'infarctus, donc lorsque le thrombus va se loger au niveau cardiaque. Finalement, on peut parfois voir apparaître certaines arythmies cardiaques en période post-opératoire, donc par exemple la fibrillation auriculaire, la FA, qui peut être secondaire à d'autres causes sous-jacentes, donc par exemple une hypotension, un choc hypovolémique, des déshydratations ou autres. Il est donc important d'effectuer un examen clinique complet du système cardiovasculaire afin de déceler les risques et les signes de complications en période post-opératoire. Le premier élément à évaluer est une évaluation clinique du système respiratoire, étant donné que le système respiratoire est intimement relié au système cardiovasculaire. Par la suite, les données en lien avec le pouls, soit le rythme, l'amplitude, ainsi que la fréquence cardiaque, sont importants à récolter. À noter que même si les appareillages pour la saturométrie peuvent indiquer le rythme cardiaque, donc le pouls, il peut parfois être important de venir palper le pouls au niveau radial pour pouvoir avoir des données plus précises au niveau du rythme ainsi que de l'amplitude. On peut ensuite venir évaluer la cyanose et la coloration de la peau, particulièrement aux extrémités, ainsi que le retour capillaire, afin d'évaluer la perfusion au niveau des extrémités. On peut effectuer également une évaluation des signes neurovasculaires, donc les CCMS-Pro, au niveau des membres inférieurs et supérieurs selon la situation clinique. Donc, par exemple, si on soupçonnerait un risque de phlébite au niveau des membres inférieurs, on pourrait venir effectuer une évaluation plus complète des signes neurovasculaires au niveau du membre inférieur touché. Et finalement, on peut venir évaluer s'il y a présence de douleurs, donc des douleurs plus précises au niveau cardiaque, par exemple des douleurs rétrosternales, la présence de palpitations, afin de déceler certains signes, par exemple l'apparition d'arythmie ou d'ischémie au niveau cardiaque. On vient également évaluer l'état général de l'usager, donc s'il y a présence d'étourdissement, de faiblesse, nausées, vomissements, étant donné que des étourdissements, des faiblesses pourraient nous indiquer une hypotension qui pourrait être secondaire, par exemple, à une hypovolémie, une déshydratation. Donc, c'est important de venir évaluer l'état général. Cela peut également se faire à la mobilisation. On vient également évaluer la diurèse ainsi que le bilan ingesta-excréta pour pouvoir venir déceler des signes, par exemple, d'hypovolémie. Donc, si, par exemple, il y a absence de diurèse,
Ça pourrait être un signe là, de déshydratation ou d'hypovolémie là, au niveau de l'usager. Ensuite, on vient évaluer le niveau de sédation, l'état de conscience, puisque, par exemple, s'il y aurait une hypotension, donc une hypovolémie, et une diminution donc de la perfusion au niveau cérébral, on pourrait avoir une altération au niveau de l'état de conscience de l'usager. Donc, c'est important de venir le documenter. Et finalement, dans la même ordre d'idée là, de l'évaluation complète au niveau cardio-respiratoire, on vient effectuer l'évaluation complète des signes vitaux. Vous avez sur la diapositive l'encadré des notes d'observation infirmière qui touchent la fonction cardio-respiratoire. Donc, vous voyez qu'il y a un encadré dédié au niveau s'il y a présence de bas antiemboliques, si les signes neurovasculaires ont été effectués et si ceux-ci sont normaux. Afin de prévenir les complications qui touchent le système cardiovasculaire, plusieurs enseignements et interventions peuvent être faits. Donc, tout d'abord, afin de prévenir tous les risques de thrombose, donc phlébite, embolie pulmonaire, AVC, infarctus, la mobilisation est de mise. Donc, la mobilisation précoce en période post-opératoire est importante afin de stimuler la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs et limiter la stagnation de sang et donc limiter le risque de création de caillots. Dans le même ordre d'idée, la mise de bas antiemboliques ou de bas séquentiels, ainsi que la thromboprophylaxie sous ordonnance individuelle, sont également importantes pour prévenir ces risques. On peut également enseigner à l'usager quelques exercices de membres inférieurs afin de stimuler la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs, par exemple chez des usagers qui auraient une mobilisation plus limitée. Finalement, afin de prévenir les hypovolémies, les déshydratations, on peut encourager l'usager à s'hydrater, toujours selon son état clinique. Dernièrement, d'autres types de complications peuvent survenir en période post-opératoire. Donc, premièrement, on peut également avoir des désordres électrolytiques, donc particulièrement au niveau du sodium, du potassium et du magnésium en période post-opératoire. Pourquoi ces complications peuvent survenir? Bien, d'une part, en raison des solutés qui sont administrées au bloc opératoire, donc ça peut entraîner, là, dépendamment des types de solutés utilisés, ça peut entraîner des désordres au niveau électrolytique, mais également le jeûne préopératoire. Donc, on sait que les électrolytes sont principalement là, dans notre alimentation, donc le jeûne opératoire peut entraîner là, des désordres électrolytiques. Donc, pour pouvoir prévenir, mais également déceler ces désordres-là, mais en fait, c'est en faisant le suivi des laboratoires et d'aviser le médecin s'il y a présence d'anormalité au niveau des électrolytes. Puis finalement, il y a des risques de délirium en période post-opératoire, donc pas seulement chez les personnes âgées comme on pourrait le croire, mais chez toute la clientèle pour différentes raisons. Donc d'une part, étant donné que les usagers ne sont pas dans leur milieu habituel, il y a beaucoup de bruit sur les unités de chirurgie, la douleur, la médication. Donc, ce sont tous des éléments qui font en sorte que nos usagers, en période post-opératoire, sont à risque de développer un délirium. Donc, pour déceler et repérer nos usagers à risque de délirium, il y a 2 outils qui sont utilisés sur les unités de soins. Donc, tout d'abord, à tous les corps de travail, on vient effectuer le repérage du délirium à l'aide de l'outil radar, qui peut se faire très facilement lors de l'administration de médicaments. Si le radar s'avère positif, on vient alors effectuer un dépistage un peu plus complet à l'aide de l'outil CAM. Vous pourrez retrouver ces outils sur les réseaux des bibliothèques du CIUSS de Laval ainsi que dans le protocole interdisciplinaire sur la prévention, l'évaluation et le suivi du délirium en milieu hospitalier. Il y a également une section dédiée au dépistage et au repérage du délirium sur votre formulaire de notes d'observation infirmière, donc dans la section état cognitif, psychologique et comportemental.